bonsoir à tous et à toutes, et comme je viens de le dire, bienvenue dans cette 83e rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous avons le bonheur de retrouver Claire Bochard qui était venue nous voir pour la deuxième, le 20 avril, si j'ai bonne mémoire, pour son livre Le Crépuscule aux éditions du Rocher. Et ce soir, pour l'interroger, nous avons Anne Burzynski, qui est libraire à la librairie et l'écriture à Vaucresson, mais qui n'est pas que libraire, elle est aussi booktubeuse et bookstagrammeuse. C'est difficile à dire, mais ça se dit quand même. Donc, mesdames, avant de vous laisser la parole pendant 30 à 35 minutes, je vais rappeler à nos amis qui veulent poser des questions à Claire par mon intermédiaire qu'ils peuvent utiliser le petit onglet Converser. Et je me ferai un plaisir de venir te poser des questions, Claire, à la fin. Écoutez, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Nathalie. Alors Claire, bonsoir. Bonsoir Anne. On s'est déjà vu, mais bon quand même. Alors bienvenue à tout le monde, à tous nos spectateurs. Merci d'être là. Donc j'ai la chance moi de retrouver Claire Bochard que j'aime beaucoup, qui est une auteure qui me tient particulièrement à cœur. Donc pour une rencontre, c'est partagé. Exactement. Donc voilà, bienvenue à tous. Alors on va pouvoir un petit peu parcourir l'œuvre de Claire. On a plein de belles choses à en dire, donc installez-vous confortablement. Et alors, ce que je peux vous dire déjà pour vous présenter Claire quand même, c'est que Claire est journaliste depuis 10 ans, mais ça fait 6 ans qu'elle s'est lancée dans l'écriture donc de livres, hein, plus particulièrement. Donc en 2014, quand tu as donc rédigé un récit pour Lilou, qui s'appelait Moi Lilou, hors la loi par amour. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix de commencer par l'écriture du réel? En fait, c'est vrai que potentiellement, souvent, on commence par un premier roman. Alors, pourquoi et comment celui-ci, en fait? Bien sûr, d'abord, merci à toi, Anne, de prendre de ton temps pour m'interroger. Merci à Nathalie Couder et Frédéric Deguel pour cette belle opportunité, cette belle merci beaucoup à elle. Ouais. Pour tous ces livres qui sont sortis à l'aube du confinement. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, Anne, c'est vrai que moi, je suis journaliste depuis une dizaine d'années maintenant et j'ai toujours beaucoup aimé écrire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier, pour l'écriture et l'opportunité qu'il offre de rencontrer des personnalités auxquelles on a difficilement accès en temps normal. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait en 2014. À l'époque, je faisais de la télévision, du documentaire, pour être plus précise. Et on m'avait demandé de réaliser un documentaire pour la chaîne Teva sur les femmes qui aiment des hommes dangereux. Donc voilà, j'avais rencontré plusieurs femmes, j'avais notamment interviewé la dernière compagne de Jacques Mérine, d'autres femmes, et notamment Lilou, qui est vraiment une personnalité hors du commun, hors norme, et j'ai vraiment, je me suis beaucoup entendue avec elle pendant le tournage, et à la fin de ce documentaire, à la fin du montage, je l'ai rappelée en lui proposant, en lui demandant si éventuellement elle pouvait être d'accord pour qu'on se lance toutes les deux dans une aventure, pour que j'écrive sa vie. Elle a tout de suite été partante. D'accord, donc excuse-moi, mais en fait, l'initiative est vraiment venue de toi, en fait. Oui, en fait, j'ai vraiment... j'ai eu une sorte de coup de foudre amical pour cette femme pendant le tournage. Alors, c'est très bizarre parce qu'elle évolue vraiment dans un univers qui est à milieu du mien, qui est celui, voilà, c'est une femme qui a vécu en cavale sous une fausse identité, qui a été détenue elle-même, et en même temps, c'est un personnage très, très attachant. C'est une femme qui a une forte personnalité, qui est très... voilà, qui est très volubile et qui a vraiment vécu des choses qui sortent des normes sociales communément admises. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup eu de chance dans son enfance et dans son parcours. Ce qui m'a tout de suite frappée, c'est de voir à quel point les rencontres peuvent modifier le cours d'une vie. Et son parcours de quelqu'un qui est à la fois victime et complice des hommes qu'elle a rencontrés m'a beaucoup intéressée. Donc, je lui ai proposé d'écrire ce livre. Elle a tout de suite été partante. Ensuite, je me suis mise à la quête d'un éditeur, ce qui était une autre paire de manches, et ça a donné ce livre qui, effectivement, alors voilà, qui est sorti en 2014 aux éditions Michalon. Et donc, concrètement, comme tu disais, Anne, je suis vraiment arrivée à l'écriture par le réel, c'est-à-dire que je suis allée chez elle près de Bordeaux une quinzaine de jours. J'ai passé 15 jours chez elle à l'interviewer. J'ai rencontré son entourage. Elle m'a emmenée en prison au parloir voir son ex-mari.
Voilà, donc j'ai vraiment découvert un univers très différent du mien et voilà, et sur la base de ce qu'elle m'a raconté pendant ces 2 semaines, j'ai donc écrit ce livre, voilà, que je lui ai relu ensuite et ça a été une très belle aventure humaine et puis en même temps c'est très particulier comme ça d'écrire la vie de quelqu'un qui est très différent de ce qu'on peut être nous, qui a eu une vie qui sort vraiment des sentiers battus et qui amène aussi à se poser des questions sur soi, c'est-à-dire si moi j'avais eu l'enfance qu'elle a eue, comment j'aurais évolué, si j'avais rencontré les hommes qu'elle a rencontrés, comment j'aurais évolué. Donc c'était vraiment très intéressant. Et en même temps, j'avais aussi l'impression pendant toute cette période d'être, comme le livre est écrit à la première personne, j'avais un peu l'impression de faire un travail de comédienne presque. Enfin, du moins, j'imagine que c'est un travail qu'elle fait quand elle se glisse dans la peau de quelqu'un d'autre qui ne leur ressemble pas du tout pour incarner un rôle. C'était très intéressant à plein de niveaux en fait. Il fallait que tu parles à la première personne pour elle, en fait. Donc, il fallait vraiment que tu te glisses dans sa peau, que tu sentes, que tu ressentes comme elle, en fait, que tu sois un peu elle. Et du coup, ça t'intéressait d'autant plus, finalement, comme tu dis, c'est sa personnalité qui t'a attiré, cette personnalité peut-être un peu complexe, un peu différente. Et c'est la différence avec toi, en fait, qui t'a intéressé parce que tu t'es dit, je vais devoir me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne me ressemble pas. Peut-être que finalement, si elle avait une vie proche de toi, peut-être que tu aurais eu moins envie d'écrire ce livre. Bah oui, ça m'aurait beaucoup moins intéressé. Là, ce qui m'intéresse, mais ça m'intéressait aussi en tant que journaliste de faire un travail d'écriture fouillé qui dure 2 semaines pour creuser dans la vie de quelqu'un, comment on en arrive, voilà, pourquoi on tombe amoureuse d'un homme hors la loi, pourquoi on reste avec lui, par amour, par contrainte, jusqu'où on peut aller par amour aussi. Voilà, toutes ces questions m'intéressaient en tant que journaliste et c'était une formidable aventure d'auteur. Voilà. Et tu parlais du parcours du combattant, entre guillemets, par rapport au fait de se faire éditer. Je pense que c'est quelque chose que rencontrent très souvent les auteurs, notamment au début, justement, vu que c'était ton premier livre. Combien de temps t'as mis entre justement le projet de ce livre et la parution? Est-ce que vraiment t'as l'impression que ça a été particulièrement ardu? Alors, en fait, j'ai trouvé un éditeur au bout de quelques mois, de 6 mois. Je n'avais pas écrit le livre en entier, en fait. J'avais fait un pitch sur la base d'entretien avec Lilou. Donc, j'avais fait la trame du livre. Ça faisait une quinzaine de pages avec un plan global et un plan par chapitre. Il faut dire que c'est un témoignage, ce n'est pas un roman. Les romans que j'ai publiés par la suite, je les avais entièrement écrits avant de les soumettre à des éditeurs. Mais pour celui-ci, voilà, j'avais un plan que j'ai envoyé à plusieurs éditeurs et Yves Michalon, qui a fondé les éditions de Michalon, m'a rappelé. J'ai eu la grande chance d'être en contact avec lui par l'un de mes anciens professeurs, l'un de mes anciens profs qui était auteur là-bas, que j'ai recontacté voilà, pour lui dire voilà, j'ai vu que vous aviez publié plusieurs livres, qu'est-ce que vous me conseillez? Il m'a mise en contact avec lui et ça a marché comme ça. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ta question, que quand on arrive dans ce milieu, qu'on n'a pas de contact, c'est un petit peu compliqué de rentrer d'accrocher une maison d'édition. Il faut essayer de se faire un petit peu son réseau, en fait. Ouais, je comprends. Et donc, alors après, ton arrivée dans le roman, entre guillemets, c'est en 2016 avec ton premier roman, donc Valse les jours. Et alors, finalement, on se demande comment, que tu nous montres, du coup, voilà, que tu nous montres. Et alors déjà, comment t'en es arrivé au roman et quelle est la différence entre le fait d'écrire la vie de quelqu'un, de raconter la vie de quelqu'un et d'écrire du fictif, quoi, quelque part. Et voilà, comment t'en es arrivé à cette nouvelle aventure qui est complètement différente, en fait? Oui, bien sûr. Alors, comment j'en suis arrivée à écrire un roman? En fait, pour être totalement transparente, Valse les jours, j'avais commencé à l'écrire avant de rencontrer Lilou, 2-3 mois avant. En fait, j'avais une envie en moi
d'écrire de la fiction. Voilà, il faut dire que je lis beaucoup, j'aime beaucoup les séries. Enfin, j'aime bien l'univers de la fiction en général et c'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs années. Donc, j'avais commencé à l'écrire un peu avant. Après, moi, Lilour, la loi par amour est sortie. J'ai pas forcément eu le temps d'avancer sur ce texte et je l'ai terminé après. Du coup, il est sorti en 2016 et alors, quelle différence entre écrire de la fiction et un témoignage? C'est vrai que c'est pas le même exercice dans le sens où un témoignage, on colle, du moins on essaie de coller au plus proche de la réalité, un peu comme un article de presse finalement. Alors qu'un roman, je dirais que c'est plus le lieu de la fantaisie, c'est le terrain où on peut se lâcher, etc. Même si pour certains romans, il arrive qu'on ait besoin de faire des recherches, etc. Mais je dirais que la fiction, ça permet un peu d'augmenter la réalité, comme si on pouvait au final partir de la réalité d'une situation donnée et de la muscler en rebondissement, de la muscler en intrigue et pour construire quelque chose. C'est comme si c'était la vie en plus grand, en fait. Ouais, je vois. Après, la vie, pour le coup, la vie de Lilou, elle était déjà assez grande, Oui, quoi. par rapport à Mais, la vie des gens, oui. Assez mais, rocambolesque. ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Et en même temps, dans tes romans, il y a une vraie curiosité pour le réel et il y a une vraie documentation quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ce sont quand même des romans qui ont des trames réelles et documentées, mais où pour autant tu sens que tu as plus de liberté parce que, entre guillemets, tu peux pas te tromper, tu peux pas dire de mensonges par rapport à la personne, etc. Tu, en fait, tu, tu vas quand même partir de vérité. Enfin, arrête-moi hein, si je me trompe, hein, mais je veux dire, tu vas quand même te renseigner pour avoir une trame qui est réelle et qui tient la route, quoi, évidemment. Mais pour autant, c'est sûr que tu vas avoir plus de liberté autour pour pouvoir imaginer tout le reste, en fait, et Oui, faire vivre ton univers, en fait. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans Valse les jours, typiquement, il y a trois personnages féminins très forts et l'une d'entre elles est une jeune journaliste à qui l'on demande de réaliser un reportage télé sur une chanteuse d'après-guerre. Et c'est vrai que pour camper cette jeune journaliste, en plus, à l'époque, quand je l'ai écrit, je travaillais en télévision, je me suis inspirée de l'univers que je connaissais. Je me suis rendu compte en faisant des salons du livre, des signatures en librairie, etc., enfin, en rencontrant des lecteurs, et même via certains retours de lecteurs et de lectrices que j'ai pu avoir, qu'il y avait une vraie appétence pour les histoires qui narrent le réel, les coulisses de certains milieux. D'ailleurs, on peut le voir à une autre échelle à travers les succès fulgurants de certaines séries comme The Crown ou Baron Noir, des choses comme ça. Il y a les gens, et j'en fais partie, aiment bien savoir comment ça se passe dans certains milieux. Et c'est vrai que moi, comme à l'époque, j'étais en télévision, j'ai un peu décrit l'univers des sociétés de production et tout ça. Et c'est ce qui m'a amené à imaginer cette histoire. Après, tous les personnages sont fictifs, l'intrigue est fictive, etc. Mais il est vrai que j'aime bien partir d'univers que je connais et montrer un peu les coulisses des milieux que je peux côtoyer. Mais d'ailleurs, en tant que lecteur, c'est aussi un bonheur, justement, comme tu dis, il y a une vraie curiosité finalement de la part de tes lecteurs qui est nourrie parce qu'en fait, on trouve plein enfin, pas de renseignements, mais tu vois, on plonge vraiment dans un univers à chaque fois et on sent que c'est construit et que ça nous emmène et que ce qu'on nous dit non, mais tu vois ce que je Ah veux bah dire, tant c'est mieux, qu'en je suis ravie. et du coup, en fait, j'ai une question qui découle un peu de ça parce qu'en tant que lectrice, moi, j'ai eu un peu cette question en tête, c'est de me dire, mais justement, quand on parle de ces milieux-là et quand on parle des secrets d'un milieu, parce que c'est aussi ça, c'est que là, on sent que tu nous emmènes dans les coulisses. Donc nous, on est curieux, on a envie de savoir, mais on se dit, est-ce qu'elle prend pas un peu des risques, entre guillemets, en mettant les pieds dans le plat? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont se dire quand même, ça, c'est des secrets du métier, ça se dit pas, etc. Ou tu vois, est-ce que c'est pas un peu trop osé? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? T'as jamais eu cette question ou cette peur? Non, je me dis pas ça parce que si tu veux,
je nomme personne. Parfois, il y a quelques anecdotes qui m'inspirent et que je transforme, mais honnêtement, personne ne peut se reconnaître. Et puis souvent, je les exagère parce que justement, c'est de la fiction, il faut que ce soit entraînant, il faut que ça captive. Non, moi, je me dis pas ça, mais ce qui m'intéresse aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, bah, dans mon dernier livre, Le Crépuscule du Pan, il y a un personnage qui est écrivain. Gaël Laurentin, qui est un écrivain qui a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années. Et là, malheureusement, ça se passe un petit peu moins bien pour lui. Donc, la première scène, il est sur un salon du livre, en train d'essayer de vendre ses livres. Il est énervé parce que pour boucler ses fins de mois, il doit accepter d'être plume fantôme pour des personnalités politiques en vue. Et typiquement, bah, ce personnage, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, comme je suis dans le milieu d'édition depuis 6 ans, comme tu disais, que j'ai rencontré plein d'auteurs, que en France, les maisons d'édition reçoivent tous les ans un nombre astronomique de manuscrits. Donc, je pense qu'il y a énormément de personnes en France qui se fantasment un peu écrivains. Mais peut-être que parmi ces personnes, il y en a qui se fantasment écrivains en se disant « Oui, ben, je serai comme Simone de Beauvoir au Café de Flore, en train de boire mon petit café et en travaillant sur mon prochain best-seller. » Alors que la réalité, ce n'est pas forcément celle-là aujourd'hui. Donc, ça m'intéresse de montrer aux lecteurs bah, ce que c'est être écrivain aujourd'hui, en fait, avec ce qui est très enviable dans ce statut et peut-être ce qu'il est un peu moins. Donc, c'est plus ça ce que j'ai en tête quand j'écris, de m'amuser avec la réalité, en fin de compte. Voilà. Oui, parce que effectivement, je le précise pour les spectateurs. En fait, il y a vraiment un passage où on voit donc l'écrivain Gaël Laurentin au Salon du Livre, et on voit ce côté un peu ingrat hein, quelque part aussi de l'édition qui centralise un petit peu. C'est vrai que les écrivains qui vendent vont être beaucoup plus mis en avant et voilà, on voit quand même ce côté un peu à deux vitesses. Alors après, comme tu dis, il y a beaucoup de belles choses hein, dans ce milieu et il y a une vraie diversité. Mais lui, il voit aussi le côté les petits arrangements, etc., qui forcément pour lui sont quand même très ingrats, quoi. Oui, les petits arrangements, puis surtout, c'est quelqu'un qui veut absolument avoir des lecteurs, ce qui est normal, et il ne comprend pas pourquoi quelqu'un pour qui il a été plume, donc, dont il a écrit le texte, a plus du succès que lui. Donc voilà, j'ai vraiment écrit cette scène pour servir l'intrigue. En plus, moi, j'adore faire les salons du livre, donc c'était vraiment, c'était pour recréer un peu cette ambiance. Voilà, c'était pour montrer un peu ce que c'est les auteurs le week-end en temps normal, quand il n'y a pas de virus, on est beaucoup sur les salons du livre. Voilà, ça m'intéressait de montrer cet aspect peut-être moins connu du métier. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on ressent pas, évidemment, c'est pas qu'une critique. Enfin, on ressent l'exaltation en fait de ces moments de rencontre avec le public, voilà, qui sont un cœur de métier et qui font aussi la passion en fait. Enfin, et alors du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que finalement, depuis tout à l'heure, on parle du Crépuscule du Pan, qui est donc ton dernier livre qui est paru en 2020. Mais en fait, le personnage, enfin, en tout cas, un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal, c'est Pascaline Elbert, notre fameuse journaliste, donc qui dirige le service, enfin, qui dirige la rubrique politique, en fait, donc forcément, qui va être au fait de beaucoup de choses, qui va être beaucoup du terrain quelque part. Et donc, Pascaline, on la découvre dans ton deuxième roman, donc dans Ambition assassine, qui était paru en 2018. Et alors, moi, ma question, parce que voilà, comme beaucoup de tes lecteurs, voilà, super. Donc là, voilà, ça, 2018, donc l'apparition du personnage de Pascaline. Oui. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de tes lecteurs qui aiment beaucoup Pascaline, et donc on a un peu cette curiosité de savoir comment tu l'as rencontrée, comment tu l'as trouvée, quoi. Alors, comment j'ai rencontré Pascaline? Effectivement, tu l'as dit, c'est une journaliste qui travaille au sein de la rédaction de En Avant, qui est un grand hebdomadaire national. Elle est passionnée de politique. Elle a une petite quarantaine d'années. Et Pascaline, en fait, j'ai eu l'idée de ce personnage après être passée par plusieurs rédactions de presse écrite.
Et l'idée m'est venue en voyant certaines de mes consoeurs plus âgées que moi, en train de faire leurs enquêtes tout en se tapant un peu la tête contre les murs avec les horaires de crèche et les choses comme ça. Donc, j'ai l'idée, et qui en même temps sont des femmes fortes, audacieuses, avec leurs failles, leurs doutes. Et donc, j'ai eu, voilà, Pascaline, c'est un peu un mélange de toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer qui ont été inspirantes pour moi. Et donc, c'est une journaliste qui a une quarantaine d'années, qui a une petite fille de 3 ans, qui est donc journaliste chez En Avant, qui malheureusement est passée à côté de pas mal de promotions au cours de sa carrière parce qu'elle ne sait pas forcément bien se vendre. Elle a un côté très bon élève où elle se concentre sur l'écriture de ses articles, de ses papiers, etc., sans forcément s'occuper voilà, de la politique interne, d'aller jouer au golf le week-end. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et donc, dans le premier livre, Ambition assassine, elle est assez frustrée parce qu'elle a été un petit peu placardisée, reléguée à une rubrique qui ne lui plaît pas du tout, la rubrique un petit peu people du magazine. Mais l'une de ses sources va la mettre sur la voie d'un dossier qui mêle une actrice, une comédienne très en vue avec une personnalité politique. Et elle va résoudre cette enquête et grâce à ça, reconquérir ses galons de journaliste politique. Donc, l'histoire est basée autour de ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a pas mal de lectrices, pas mal de blogueuses qui m'ont expliqué se reconnaître dans ce personnage. Et ça, vraiment, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que ça montre que c'est une femme à laquelle on peut s'identifier. C'est une femme qui n'est pas parfaite, qui a de nombreux défauts, mais qui qui a de la volonté, qui en veut. C'est une femme d'aujourd'hui, j'espère. Je pense qu'effectivement, quand tu as des lecteurs qui se reconnaissent dans un personnage, qui s'identifient et qui ont cette complicité avec le personnage, c'est qu'il est réussi quelque part, c'est qu'il est réaliste, tu vois. Non, mais tu vois, c'est qu'il a trouvé un écho et il trouve rarement des échos pour rien. Enfin, là, surtout pour des personnes du métier, tu te dis waouh, donc tu vois, c'est pas du cliché, quoi, voilà. Non, puis j'avais pas envie de la femme parfaite qui fait une taille 36, qui tout réussit, qui est super jolie. J'avais envie vraiment d'une fille qui ressemble un peu à tout le monde, mais qui en même temps a une très forte personnalité et qui en veut. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle a un peu cette double facette, c'est qu'à la fois elle peut être entre guillemets, enfin humble d'une certaine manière et en même temps elle nous inspire le respect et tu vois, elle a vraiment une dignité et une force qui font qu'en même temps tu l'admires un peu, tu vois. Enfin. Ouais, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, mais en fait, il y aura un autre livre où on retrouvera Pascaline. À quel moment tu t'es dit ça, en fait? Parce que donc 2 ans plus tard, 2 ans après Ambition assassine, il y a donc Le Crépuscule du Pan qui est paru donc cette année, en 2020, et où on retrouve Pascaline. Donc à quel moment tu t'es dit, tiens, il y aura encore Pascaline? Voilà, au Rocher, aux éditions du Rocher également, comme Ambition assassine. En fait, quand j'ai réfléchi à Ambition assassine, je voulais créer un personnage qu'on retrouverait sur plusieurs livres. C'était vraiment mon but au départ. Il faut dire que moi-même, j'aime beaucoup les sagas, les séries, etc. Donc, j'avais envie de créer un personnage que je pourrais faire évoluer à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle, qui pourrait m'accompagner quelques années, qui pourrait accompagner les lecteurs, qui pourrait mûrir. Et donc c'est venu comme ça. Et puis, quand Ambition assassine est sortie, j'ai eu pas mal de lecteurs qui m'ont dit « Ah, on espère qu'elle reviendra pour une autre enquête ». Pas mal de blogueuses qui m'ont fait la remarque également. Donc, ça m'a un peu poussée à mettre ce second projet à exécution. Voilà. Et tu t'es attachée à ce personnage aussi, et du coup, tu as au fur et à mesure des idées pour elle, pour son évolution ou pour sa. Enfin, tu vois, ça te vient spontanément. Oui, là, dans Le Crépuscule du Pan, elle a une vie personnelle qui est très bousculée par rapport à Ambition assassine, puisque son compagnon l'a quittée, estimant que son travail lui prenait trop de temps. Donc, elle se retrouve à la fois un petit peu déprimée par cette rupture et en même temps, elle renoue avec certaines joies de sa vie de célibataire, comme aller boire des verres avec ses copines quand sa fille est en garde chez son père. Elle renoue avec certaines joies de sa jeunesse.
Et donc, voilà, elle évolue comme ça. Puis professionnellement, elle évolue, elle est un peu plus affirmée que dans le premier livre, même si elle manque encore de confiance en elle, etc. Et oui, en fait, ça m'intéresse voilà, de la faire évoluer sur plusieurs livres. Super. Et est-ce que tu C'est peux du marrant. coup ouais, bah, c'est avec plaisir, hein. Je crois que les lecteurs sont sont très en attente là-dessus. Moi, la première, hein, après Crépuscule du Ah, Pan, je retrouverai bien. ah Je bah c'est retrouverai sympa, bien je te tiendrai informée. Ouais. avec plaisir, ouais, ouais. Et du coup, donc pour nos spectateurs qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont pas forcément toutes les infos, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Crépuscule du Pan, sur l'intrigue elle-même, parce qu'il y a plein de choses autour, en fait, tu vois, du personnage principal, en fait. Alors, du coup, le Crépuscule du Pan, c'est quoi? Donc, c'est l'histoire donc, de cette femme, hein, Pascaline Elbert, qui est journaliste pour En Avant, un hebdomadaire très influent au niveau national. Alors, comme je l'ai dit, elle a une vie un petit peu bousculée. En parallèle, elle vient d'être promue, après avoir résolu sa première enquête dans Ambition Assassine, elle vient d'être promue chef du service politique de son journal, au grand désarroi de certains de ses confrères qui ne voient pas cette promotion d'un très bon œil. Et au milieu de tout ça, c'est-à-dire une vie personnelle un peu chaotique et une vie professionnelle pas très confortable, l'une de ses sources va la mettre sur la voie d'un dossier qui mêle un leader du BTP, un ministre du gouvernement très en vue et un romancier en mal de reconnaissance. Donc l'histoire commence comme ça, et c'est les ambitions contradictoires de ces trois personnages, donc le patron du BTP, le ministre et le romancier. Leurs ambitions contradictoires vont se percuter et donner lieu à une vaste affaire que Pascaline va dénouer. Voilà, qui mêle à la fois donc le monde des affaires, le monde de la politique et du coup le monde de l'édition. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on va être dans les coulisses de plusieurs milieux et Oui. du coup, à la fois, donc, il y a un peu le monde du livre, hein, comme on disait, par le biais de Gaël Laurentin, comme on disait tout à l'heure. Tu as les secrets du monde de l'entreprise aussi. Je trouve que tu vois un peu aussi comment ça fonctionne dans le monde de l'entreprise, le monde de la politique qui est très présent aussi, et puis le monde du journalisme dont on parlait. Donc, en fait, on touche à plein de choses, on sent que c'est documenté. En même temps, vu que c'est par le biais d'une enquête qui est très prenante, ça nous demande aucun effort en tant que lecteur. En fait, toi, t'as fait toutes les recherches, mais tu nous livres tout ça d'une manière très vivante. Et en fait, on touche à plein de choses, mais sans en avoir l'air un petit peu, tu vois. Je pense que c'était ton idée de rendre ça accessible et vivant. Enfin, tu vois, de parler de choses sérieuses, mais d'une manière vraiment très vivante et très haletante presque, tu vois. Oui, 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 absolument. En fait, bah, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien m'inspirer du réel. Et là, en fait, en réalité, je suis partie d'une affaire qui a réellement eu lieu dans les années 90, qui est l'affaire des marchés truqués d'Île-de-France, qui était en fait une vaste affaire politico-financière où, en gros, en deux mots, des partis politiques avaient mis en place un système de rétrocession après l'octroi de marchés publics. Donc, je suis vraiment partie de cette affaire, mais en la modifiant, etc., en la saupoudrant de Bitcoin, etc., pour la muscler et construire cette intrigue. En fait, moi, je pense que en fait, dans les affaires politiques comme ça ou les affaires financières, finalement, quand on regarde bien, il y a plein d'éléments qui sont là pour nous tenir en haleine. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements inattendus, des trahisons. Bah, on l'a vu par exemple avec la dernière élection présidentielle en France. Il y avait quand même plein d'éléments comme ça. Il y a des personnages hauts en couleur, rocambolesques, certains qui s'élèvent, d'autres qui tombent, et voilà, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et finalement, tout ça, dans ces affaires politiques, il y a, quelque part, il y a le sel de tout ce qui peut nous tenir en haleine. Et donc, voilà, ça m'intéresse aussi de partir de ces affaires comme point de départ et de voir comment on peut les modifier pour créer des intrigues prenantes, haletantes, en fait. Donc, en fait, pour toi la politique, quelque part, elle est nécessaire en littérature. Enfin, elle nourrit la littérature, ou en tout cas, enfin, tu vois, c'est un matériau riche pour la littérature, finalement. Alors, je ne sais pas si elle est nécessaire en littérature. En tous les cas, je pense que ça peut être une source d'inspiration à cause de tout ce que je viens de dire, les rebondissements, les trahisons, et puis
ces personnalités très fortes qu'il y a. Et pas que pour moi, d'ailleurs, je pense que c'est une source d'inspiration pour des tas de scénaristes. Quand on voit le succès de toutes les séries politiques, Borgen, House of Cards, Baron Noir, etc. Je pense que voilà, il y a un peu tous les éléments de la tragédie, du drame et de ce qui peut nous donner envie de voir le prochain épisode ou de lire le prochain livre, etc. Il y a un peu la même chose, je trouve, avec le monde de la diplomatie. On a vu les succès de certaines bandes dessinées comme Quai d'Orsay ou de certains livres qui traitent de diplomatie. Voilà, on sent qu'il y a un réel engouement pour ce genre de thématique. Et alors, du coup, on aimerait bien savoir, est-ce que tu as des projets déjà en cours et quels seraient, enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est un peu secret pour l'instant ou est-ce que tu as est-ce que tu as quelque chose en cours? Oui, j'ai 2 projets en cours pour être honnête, mais voilà, ils ne sont pas encore assez travaillés pour que je puisse en parler. Mais en tous les cas, oui, j'ai 2 projets d'écriture en cours, donc voilà, je vous en parlerai très prochainement. C'est avec plaisir. Ok. Et est-ce que tu dirais que c'est, enfin, est-ce que tu aurais une préférence ou en tout cas, est-ce que tu trouves que c'est plus facile ou moins facile d'écrire à la place de quelqu'un, enfin d'écrire sur quelqu'un de réel, tu vois, comme pour un récit témoignage, ou d'écrire un roman. Enfin, comment tu le hiérarchises ou comment tu le compares entre guillemets. Enfin, je trouve que c'est plus dur d'écrire pour quelqu'un d'autre. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai été plume pour d'autres personnes, pour des livres sur lesquels je ne suis pas apparue. C'est plus dur d'écrire pour quelqu'un d'autre parce que il faut se mettre à la place de cette personne qui souvent ne nous ressemble pas. Il faut s'imaginer avec un parcours complètement différent, comme une actrice, hein, franchement, je pense. Il faut que ça convienne à la personne. Et donc, en volume de travail, ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a un travail d'interview, d'écriture, puis après, il faut que la personne se reconnaisse. Et il faut vraiment coller au réel. Donc, moi, je trouve ça plus dur d'écrire pour les autres, en réalité. Mais en même temps, à chaque fois que je l'ai fait, ça a été des rencontres humaines assez fortes et assez intenses. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais pour moi, je trouve que c'était beaucoup plus de travail parce que il faut que ça convienne à quelqu'un d'autre qui n'est pas soi et qui souvent ne nous ressemble pas, qui n'a pas le même vécu, le même passé, qui ne vient pas du même milieu. Donc, pour moi, c'est un exercice qui est plus compliqué et qui demande plus de travail. Par exemple, Lilou, en fait, je l'ai écrit, elle a une manière à elle de parler avec des mots qu'elle emploie, qui viennent de son milieu, le milieu du grand banditisme des années 70, et j'ai réintégré. D'ailleurs, il y a un lexique à la fin du livre, j'ai réintégré ce vocabulaire quand j'écrivais à la première personne, donc il y a vraiment un travail de documentation et d'identification à quelqu'un à qui on ne s'identifierait pas en temps normal, qui est énorme. Ouais, la difficulté, c'est d'utiliser ces mots et pas les tiens, en fait. Enfin, en tout cas, tu vois, jusqu'à un certain point, quoi. Exactement. Et tu parlais d'une sorte de travail de comédien, enfin, de se glisser dans la peau, mais du coup, est-ce que tu avais l'impression que, comme pour un comédien ou comme une comédienne, est-ce que tu avais l'impression que le rôle, comment dire, te restait un peu dans la peau, tu sais, parce que quand tu es comédien et que tu t'incarnes une personne, notamment une personne qui a vécu, après, tu sais, tu as du mal à passer à autre chose, elle te reste, etc. Est-ce que toi, ça avait un petit côté obsédant? Est-ce que tu y pensais beaucoup? Est-ce que tu continuais à te mettre à sa place en dehors de l'écriture du livre, par exemple? Tu vois, est-ce que tu pensais beaucoup à elle? En fait, il est vrai que lorsque j'écrivais certaines scènes du livre qui étaient assez dures, des scènes en prison, etc., je faisais quelques petits cauchemars la nuit. Donc, je pense qu'il y avait un travail inconscient qui était là. Après, une fois que l'écriture a été terminée, ça s'est arrêté. Mais ça lie de faire d'écrire un livre avec quelqu'un, avec Lilou, on est resté très en contact, on s'entend très bien, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Donc, ce qui est chouette aussi dans ces aventures, c'est que quand on écrit un livre avec quelqu'un, quand on est la plume de quelqu'un, ça nous lie, je trouve, à la personne de manière un peu indéfinie. Oui, je pense que ça doit être un lien très intime, effectivement. Oui, très intime parce qu'elle m'a raconté des tas de choses, elle m'a raconté toute sa vie. Du coup, moi, forcément, j'ai tendance à lui raconter ma vie aussi. Donc, ça fait une relation très, très chouette et assez unique. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, elle pourrait écrire un livre sur toi, peut-être. Comment? Elle pourrait peut-être écrire un livre sur toi. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait chouette qu'elle se mette dans ta peau aussi, parce que c'est pareil, ce serait contrasté. Exactement, ouais.
Voilà. Est-ce que Claire, tu peux juste remontrer les visuels de tous tes livres parce qu'on les a vus très rapidement en fait. Ah, pardon. Alors ça, c'est le bien. dernier, Le Crépuscule du Pan aux éditions du Rocher, qui est sorti le 19 février. Voilà. Merci Anne pour ce coup de cœur qui m'a vraiment apporté beaucoup de joie. Là, donc, c'est Ambition assassine, aussi aux éditions du Rocher, que je remercie pour leur fidélité, qui est sorti en 2018. Leurs couvertures sont assez surprenantes, je trouve. Oui, j'aime bien leur couverture, surtout celle-là, je l'aime beaucoup. Oui, ils font un vrai travail sur les couvertures. Ça, c'est donc Valse les jours, qui est sorti en 2016 chez Grard Éditions. Et donc, le premier, Moi, Lilou, hors la loi par amour, avec donc Lilou, qui est sorti aux éditions Michalon. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Yves Michalon, qui est le premier éditeur à m'avoir fait confiance. Et ça compte dans la vie d'un auteur, je pense. C'est sacré le premier. Je pense que le premier éditeur, ça doit être sacré et ça doit être un lien particulier. Il a une place très à part, oui. Il y a une question de Marie qui voudrait savoir comment tu as fait pour envoyer ton manuscrit. Tu l'as fait par la poste ou tu as utilisé un autre moyen ou tu allais directement comment tu as fait pour sélectionner Alors, au début, effectivement, j'envoyais par la poste, mais pour être honnête, ça marchait pas vraiment. Je pense qu'ils en reçoivent énormément. Du coup, pour le premier livre, c'est un ancien professeur qui m'a mise en contact. Et après, pour Valse les jours, je me souviens, j'en avais envoyé pas mal par la poste aussi. Et finalement, mon éditeur, je l'ai rencontré sur un salon du livre avec le précédent livre. En fait, moi, je trouve que pour trouver un éditeur, la meilleure façon, c'est peut-être d'identifier dans chaque maison d'édition l'éditeur, vraiment, enfin la personne qui a le poste qui correspond le mieux au livre qu'on a écrit et de lui envoyer un mail ou de lui écrire, d'essayer de enfin peut-être pas de la rencontrer si on n'est pas en région parisienne, mais en tous les cas de lui écrire via les réseaux sociaux ou essayer d'avoir un lien direct parce que j'ai vraiment le sentiment que les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits par la poste et que quelque part, il faut avoir beaucoup de chance pour qu'ils le lisent en fait. Et peut-être cibler aussi en fonction des lignes éditoriales, parce que c'est vrai que si tu cibles un éditeur qui publie un peu le type de livre que tu écris, voilà, où ça te correspond le mieux, tu cibles mieux et tu as plus de chances de les toucher vraiment en fait. Oui, je pense, ouais. Oui, tu as raison, il faut vraiment cibler au sein d'une maison d'édition l'éditeur qui vraiment s'occupe ou le directeur de collection qui s'occupe du type de livre qu'on a écrit, plus que d'envoyer à la maison d'édition globale. Donc toi, Claire, tu as ciblé clairement, tu as envoyé des mails avant, tu savais avec qui tu voulais travailler ou pas travailler? Non, pour mon premier livre, je ne savais pas, j'étais les autres nouvelle et tout, je l'ai envoyé comme ça, mais c'est avec un peu d'expérience, enfin, au bout de 2-3 livres, je sais le mieux c'est de cibler vraiment des personnes en fait. Il y a Marie qui voudrait savoir. Pardon, vas-y Anne, excuse-moi. Non, je voulais juste rebondir dessus, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Je me laisse la parole. J'avais juste une petite curiosité, c'est de savoir si une fois que tu as eu, une fois que du coup tu as pu avoir cet accord, travailler avec Yves Michalon, est-ce que vous avez un peu coécrit ensemble? Est-ce qu'il a participé à l'écriture? Il t'a donné, je sais pas, des consignes? Il t'a fait réécrire des passages? Ou est-ce que tu disais que ton texte, il n'était pas encore écrit quand tu as été vers lui? Donc, est-ce qu'il t'a aidé C'est ça qui a été très chouette, c'est qu'il m'a vraiment fait confiance. En gros, il nous a fait un contrat avec Lilou. J'ai été 2 semaines chez Lilou et je lui ai rendu le texte final qu'il a relu. Donc voilà, après on a eu un débat sur le titre du livre, on a mis un peu de temps à trouver un titre, mais il n'y a pas eu, après il m'a fait quelques suggestions, mais il n'y a pas eu, comme il peut y avoir parfois, de réécriture. En fait, il m'a donné ses conseils, etc. Mais du coup, c'était ça qui était chouette, c'était de travailler en confiance avec quelqu'un qui laissait un peu carte blanche. Est-ce qu'il l'aurait fait si ça avait été une fiction ou pas? Parce que là, c'était. Je sais pas. Parce que je sais pas. Alors, il y a Marie qui voudrait savoir quelles sont tes influences littéraires. Mes influences littéraires. Alors moi, je lis de tout. Je lis de tout. Par exemple, j'aime beaucoup. Alors, j'adore J.K. Rowling.
Et j'ai aussi lu les livres qu'elle a écrits sous le pseudonyme de Robert Galbraith. C'est des romans policiers qui se passent dans le Londres des années 2010. J'ai beaucoup aimé. J'aime aussi beaucoup Benoît de Groult. Donc, j'ai eu un coup de cœur l'année dernière pour Journal à quatre mains qu'elle a écrit avec sa sœur Flora, qui décrit voilà, le quotidien de deux jeunes femmes dans le Paris de la Seconde Guerre mondiale. C'était très chouette. Philippe Pullman, j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, je lis un peu de tout. Pas mal de romans. Alors, il y a une question aussi sur le fait, je crois que c'est Pierre qui la pose, est-ce que c'est compliqué de laisser de côté son rôle de journaliste pour endosser celui d'écrivain? Et quelle est la part d'influence du journaliste sur l'écrivain et vice-versa? Non, c'est pas compliqué dans le sens où quand j'écris un article pour la presse, dans ma tête, c'est vraiment assimilé à du travail. C'est-à-dire que je vais interviewer des gens, je vais faire des recherches, c'est quelque chose de sérieux. Alors que le roman, c'est vraiment le terrain de la fantaisie. C'est le terrain où je peux me lâcher, de l'imagination. Je dirais que c'est presque un défouloir par rapport au travail. Alors, bien sûr, après, pour moi, l'écriture, c'est un muscle. Donc, ça aide d'écrire des articles régulièrement. Ça permet voilà, d'entretenir un petit peu ses capacités rédactionnelles. Donc en cela, ça m'aide. Et puis, il y a certaines anecdotes que des interlocuteurs peuvent me raconter qui peuvent m'inspirer ou me donner des idées. Mais en tous les cas, pour moi, la fiction, c'est vraiment le terrain de l'amusement, en fait, de l'imagination. Et est-ce que tes travaux de recherche pour tes romans, tu le fais de la même manière que quand tu fais un article ou pas du tout? Ou c'est vraiment ancré en toi, tu ne peux pas faire autrement? Le mode opératoire est-il le Par même? exemple, pour le crépuscule du pan, j'ai fait pas mal de recherches sur cette affaire des marchés truqués d'Île-de-France. Donc, il y a un vrai travail de documentation qui est important pour construire une intrigue qui tient la route, qui est crédible, etc. Après, je dirais qu'un article, ça peut être l'embryon d'un roman. Quelque part, un roman, c'est quelque chose sur lequel on part d'un fait qui a existé, puis on le saupoudre de fiction, d'imaginaire, de fantaisie. On rajoute des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire initiale. Et c'est un peu la vie avec plus de punch, la vie avec plus de rebondissements, sans temps mort. Un peu la vie en plus grand, comme je disais tout à l'heure. Donc, oui, on fait des recherches, mais qui ont matière un peu à stimuler l'imagination, à servir de base pour construire quelque chose de plus grand. Alors moi, j'ai une question à te poser, parce que toi, tu me l'as posé cette question, parce que j'ai répondu à ton questionnaire, et j'aimerais bien te poser la première question que tu me poses. Quel est ton livre de chevet par excellence? Mon livre par excellence, oui, c'est la question qu'on me pose. Alors, j'en ai plein. C'est vrai qu'à chaque fois que j'envoie ces questionnaires aux libraires, aux blogueuses, aux critiques littéraires, je me dis, mais qu'est-ce que je répondrai moi? Mon livre de chevet par excellence. Alors, non, franchement, je vais reciter Journal à quatre mains de Benoît et Flora Groult. J'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, les livres de Robert Galbraith, de J.K. Rowling. J'aime beaucoup cet auteur parce que je trouve qu'à la fois, dans ses polars, elle construit une intrigue très prenante. Enfin, en tous les cas, moi, quand je commence à le lire, je n'arrive plus à le lâcher. Et en même temps, elle s'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages. Il y a des personnages auxquels on peut s'identifier, même quand ils ne nous ressemblent pas du tout. Elle n'hésite pas à décrire, elle décrit très bien la jalousie entre personnages, des choses inavouables qu'ils peuvent dire à personne. Il y a à la fois des personnages tristes, des personnages drôles, des personnages rocambolesques, farfelus. Il y a une diversité de personnalités dans ces livres qui est une diversité qui est assez intéressante, je trouve. Voilà. Il y a une question que tu aurais pu nous poser, mais que tu ne nous as pas posée, et moi je vais te la poser. Oui. Quels auteurs, alors qu'ils soient morts ou vivants, hein, peu importe, quels auteurs aimerais-tu avoir à ta table pour un dîner, et pourquoi cela? Pourquoi ces choix-là? Et qu'est-ce que tu leur dirais d'ailleurs? Quels auteurs j'aimerais... Alors ça c'est dur hein, parce qu'il y en a plein. Quels auteurs j'aimerais avoir? Alors je pense que j'aimerais beaucoup dîner avec Régine Desforges, par exemple, parce qu'elle était à la fois éditrice et auteure. C'est l'une des premières femmes à avoir fondé sa maison d'édition. Elle a écrit une saga avec la bicyclette bleue, avec un personnage féminin central, Léa Delmas, qui est très fort, enfin des personnages féminins comme je les aime. Donc je pense que j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec elle.
Et qui d'autre, Benoît de Groult aussi, je pense que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé La Touche étoile. Pierre Lemaître, j'aime beaucoup aussi. Je suis en train de relire Au revoir là-haut, que j'avais déjà lu. Je trouve que c'est vraiment un très beau roman. Qui d'autre Non, mais il y en a plein. Comment Un dernier, juste comme ça. Un dernier. Je pense Marie Higgins Clark, justement, pour qu'elle me donne quelques petits conseils sur la construction des intrigues, parce que c'était un peu la reine en la matière. Parfait, parfait. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos amis spectateurs? Un livre que tu as lu récemment ou un livre qui t'a marqué Un livre que j'ai lu récemment. Alors, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Tatiana de René, Les fleurs de l'ombre. Je l'ai lu en 2 jours. En fait, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle intègre la problématique de l'intelligence artificielle dans ce Paris qu'elle a construit. Je trouve que ça donnait à réfléchir, vraiment. Et puis, Au revoir là-haut, que j'ai relu récemment. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un très, 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 très beau livre. J'aime beaucoup les histoires qui se passent autour de la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc, je suis assez influencée par ça. Et typiquement, ce livre, c'est un peu un exemple de comment on part de faits réels et avec la fiction, on construit une histoire complètement haletante, en fait, je trouve. Anne, un conseil lecture à donner? Alors évidemment, pareil, il y en aurait une infinité, et, voilà. Mais en tout cas, moi, bah oui, forcément. Mais moi, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui est dans mon panthéon très clairement, qui est un de mes indétrônables. C'est Profane. Je vous montre. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Chez Babel. Profane, oui. Voilà. Donc chez Actes Sud, et donc paru en poche aussi chez Actes Sud dans la collection Babel. Donc Profane de Jeanne Benhammer. On suit en fait Octave qui a 90 ans, qui est un monsieur, qui est un retraité évidemment, qui était chirurgien du cœur. Et il va faire passer des entretiens d'embauche un peu particuliers pour recruter des personnes. Alors certains pour lui lire le journal, d'autres pour faire la cuisine, d'autres pour faire les courses, etc. Et alors c'est pas du tout parce qu'il est grabataire ou parce qu'il est dépendant. C'est juste parce qu'il a envie que la vie reprenne, parce qu'il a envie de se créer cette espèce de petite communauté et voilà, d'avoir de l'humain dans sa vie quelque part. Et c'est d'une beauté folle ce texte. Il y a vraiment, enfin, j'ai pas retrouvé de texte qui m'ait fait cet effet-là. Vraiment, il reste cher à mon cœur, il en bougera jamais. Depuis que je l'ai lu, vraiment, c'est dans mon panthéon, c'est indétrônable. Faut lire Jeanne Benhammer. Faut lire les ouais, toi aussi, ça te touche vraiment. Écoute, je trouve que, alors c'est vrai que du coup, il n'y a pas d'action exacerbée, etc. Mais je trouve qu'au niveau de la psychologie des personnages, de la justesse d'écriture, et puis de cette poésie, quoi. À chaque phrase, tu as envie de noter les phrases dans un carnet en te disant, mais j'avais eu un peu ce sentiment, mais je l'aurais jamais exprimé comme ça. J'aurais voulu écrire cette phrase, tu vois. Enfin, et vraiment, je trouve que c'est un texte magnifique et profane, rien que le titre. C'est l'idée de même pas parler de religion, en fait, mais juste de retrouver la foi en l'homme et en l'humain. Et je trouve que vraiment, ça peut nous faire que du bien. Et c'est un vrai concentré d'humanité. Je trouve que on n'a vraiment aucune difficulté à le lire. Et pour autant, il est très profond. Et il y a une écriture d'une beauté et d'une subtilité folle, quoi. Alors moi, je vous ai ressorti un livre d'un auteur local, qui est un grand auteur quand même, qui a eu un prix Goncourt l'année dernière. C'est Jean-Paul Dubois. Oui, quand même, le dernier prix Goncourt. La Succession, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais pour moi, je pense que c'est le meilleur de Jean-Paul Dubois. C'est l'histoire de Paul qui vit à Miami. C'est un joueur de Cesta Punta. La Cesta Punta, c'est un jeu de pelote basque qui se joue avec une chistera. Et il apprend, alors il vit dans le bonheur complet, complètement en décalage avec son chien, il est super heureux. Et puis il reçoit un coup de téléphone. On lui apprend que son père s'est suicidé. Donc, il est obligé de rentrer en France. Et là, il va être donc il rentre à Toulouse, puisque son père était médecin à Toulouse. Et il va être confronté à un héritage. Donc, ça va le plonger à la fois dans les souvenirs de famille. Il va être confronté à sa solitude, à la nostalgie du bonheur, tout ça. Et je trouve que c'est extrêmement bien décrit. Après, avec la loufoquerie qu'on connaît de Jean-Paul Dubois, c'est vraiment extra. Alors, sur son grand format, donc là, c'est au point. Il a choisi de mettre le chien. Et qui n'est pas du tout un lévrier afghan dans le livre. Et dans le grand format qui était paru chez Seuil, c'était un joueur de Cesta Punta. Donc voilà, c'est Jean-Paul Dubois, La Succession, moi j'avais beaucoup aimé.
En tout cas, moi, je voudrais dire à nos amis lecteurs qu'il faut aller absolument en librairie, se Oui, procurer c'est important. Crépuscule du Pan de Claire Ouais. Bochard. Vous pouvez aller à la librairie L'écriture à Vaucresson. Vous allez voir Anne, elle est d'excellents conseils. En plus, elle écrit des petits mots sur les livres. C'est formidable. Vous pouvez aller dans toutes les librairies de France et de Navarre. Si vous n'avez pas de librairie à proximité, vous pouvez dès ce soir sur le site unendroitooualler.com, vous allez sur la page de la rencontre de Claire et vous allez avoir un lien direct sur le site marchand de la librairie à Vaucresson, ou alors vous vous géolocalisez et ça va vous donner la librairie indépendante la plus proche de chez vous. Donc en tout cas, je voulais vraiment te remercier Claire d'être revenue une deuxième fois dans cette Merci à toi, c'était un plaisir. C'était la 83e, juste annoncé avant de vous donner le mot de la fin que nous allons faire une petite pause après ces 83 rencontres. On va vous retrouver pour la rentrée littéraire. On sera là vers, je pense, le 20 août. On vous prépare plein de choses, plein de surprises. Ça va être super, mais pour être bien au taquet et en forme, on a besoin de se poser un petit peu. Je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Anne d'avoir été là. Et j'avais oublié de dire que vous pouvez retrouver Anne et ses conseils. Son nom sur les réseaux sociaux, c'est Les États d'Anne. Et donc, elle est et c'est difficile à dire ça, bookstagrammeuse, ouais, c'est la fatigue et la chaleur, pardon. Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin, mesdames. Et merci d'avoir été avec nous. Bonnes vacances à nos amis lecteurs. Prenez soin de vous, sortez masqués parce que ça c'est super important et allez en librairie avec vos masques. Voilà. Donc je vous laisse le mot de la fin. Merci Nathalie. Vas-y Anne. Déjà, je vous remercie énormément d'avoir pensé à moi parce que moi, je suis super contente d'avoir participé à cette initiative. Je trouve ça génial de montrer la richesse de ce lien humain qu'on a en fait dans ce métier qui est si précieux et que voilà, même s'il y a cette histoire de virus, ça nous empêchera jamais de faire vivre en fait le milieu du livre parce que les livres n'existent que comme ça. On a besoin les uns des autres, on a besoin de ces échanges, on a besoin de ce partage et c'est la richesse de notre métier et je m'en lasserai jamais. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. J'en suis honorée. Voilà, c'est du trac hein, quand même. Mais c'est, voilà, ouais. Elle a bien choisi. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi, Nathalie. Merci à Frédéric aussi, donc, qui verra la vidéo. Et puis, merci à Claire. Une fois de plus, encore un projet partagé ensemble et je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y en ait d'autres. Et moi aussi Anne. Et bien, moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Anne, je tenais, merci Anne pour tout ce travail que tu as fait pour m'interviewer et merci Nathalie et Frédéric. Je trouve que avoir lancé ça pendant le confinement, c'était une super initiative et ça a permis à tous les auteurs qui étaient un petit peu malheureux, entre guillemets, de pouvoir faire vivre leurs livres et de continuer aussi. Et c'est important à mettre en avant les libraires qui ont malheureusement bien souffert pendant cette crise. Donc, si vous avez envie d'un livre, retournez en librairie. En tout cas, juste dire aussi qu'on ne vous laisse pas sans rien. Pendant notre pause, on va vous remettre tous les replays parce que toutes les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube Un endroit où aller ou sur le site. Donc, on vous les mettra régulièrement en ligne. Écoutez, mesdames, je vous souhaite un bel été, une bonne soirée d'abord et puis à très vite.